Alors, je n'ai jamais subi d'oppression de race ou de genre dans ma pratique artistique. Et j'ai été très très tôt sensibilisé à la question de la race, hein, puisque quand j'ai commencé à exposer, à rentrer dans le monde de l'art, je vivais avec un homme noir, avec qui j'ai vécu 10 ans, et qui lui me faisait remarquer régulièrement que eh bien, dans les endroits où nous allions, les musées, les centres d'art, les galeries, que souvent il était le seul homme noir. Et donc ça m'a tout de suite sensibilisé à cette question, c'est-à-dire très très tôt je me suis dit mais oui, mais c'est quoi ce public qui vient voir le monde de l'art? C'est un public essentiellement blanc. Et donc voilà, donc ça a été, ça m'est toujours resté gravé, c'est-à-dire qui vient voir les expositions, qui vient voir le monde de l'art, qui vient regarder l'art. Et lui me faisait remarquer aussi souvent que non seulement il était le seul noir, mais que dans les musées où nous allions, je suis très féru d'art classique, et bien qu'il y avait aussi très peu de personnes non blanches qui étaient représentées dans les peintures. Donc finalement, il me disait souvent que le monde de l'art, c'était finalement un monde de blancs qui allaient voir des représentations de blancs. Et ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai toujours gardé en tête, qui m'a beaucoup questionné sur la question du public. Voilà. Qui vient voir quand je fabrique une pièce, quand je fabrique une œuvre, ben, elle est pour qui? Qui va venir la voir? Quel public va être touché ou pas par ça? Par contre, quand je suis arrivé dans le monde de l'art, si je n'ai pas souffert donc de questions liées à la race ou au genre, par contre, à la classe sociale, oui. Alors moi, je suis issu d'un milieu populaire où il n'y avait pas d'art. La question même de l'art ne se posait pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il y avait des musées, qu'il y avait un monde qui s'appelait le monde de l'art. Et donc, je suis aussi autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai pas appris l'art du tout. C'est plutôt une aventure personnelle qui s'est faite, qui s'est construite avec des rencontres. Et très vite, quand j'ai commencé à créer des œuvres, j'ai commencé par faire des vidéos musicales dans lesquelles je chantais des textes politiques, philosophiques, psychanalytiques sur de la musique pop. C'est-à-dire que je faisais chanter un texte de Jacques Lacan sur une musique de Dalida, un texte de Mao Tse-tung qui définissait qu'est-ce qu'était un artiste révolutionnaire sur du ABBA, et donc des textes de George W. Bush sur de la musique pop américaine. Et très très vite, finalement, j'étais très surpris que l'on regarde ce travail comme des œuvres populaires. On n'arrêtait pas de me parler de populaire, comme si dans le monde de l'art, il y aurait un art savant, un art intello, je ne sais pas comment on peut le dire, en tout cas un art savant, je dirais ça comme ça. Et que finalement, dès qu'on touchait à la musique pop, par exemple, on a finalement fabriqué des œuvres populaires, des œuvres qui étaient souvent difficiles à appréhender par le monde de l'art, et qu'à chaque fois on m'a assigné à ma classe d'origine, ma classe sociale, en me disant que finalement j'étais un gars du peuple, donc c'est normal que je fasse un art populaire. Donc ça a été quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, j'étais surtout très surpris, parce que pour moi, dans le monde de l'art, dans le monde des savoirs, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de division. Pour moi, une chanson d'Abba et un texte de Jacques Lacan, j'écoute Abba et je lis Lacan. Donc pour moi, c'est pareil. J'imagine toujours les informations comme étant à égalité, c'est-à-dire que la culture, c'est un ensemble vaste, c'est un ensemble qu'on n'arrête pas de catégoriser, mais que finalement, dans lequel moi, en tout cas, je n'arrivais pas toujours à rentrer dans ces cases-là, et que quand on parlait de Jacques Lacan, tout le monde faisait « Ah, Jacques Lacan ». Mais dès que c'était Dalida, voilà. J'ai par exemple fait aussi une vidéo qui s'appelle Marie, où je faisais chanter un Chris du Greco. Je lui faisais chanter cette chanson incroyable de Johnny Hallyday qui s'appelle Marie. Et là encore, évidemment, immédiatement, on disait que c'était une sorte de réduction, que c'était vraiment pas de bon goût, c'était un peu vulgaire. On m'a souvent aussi traité d'un artiste qui faisait des pièces un peu vulgaires, un peu voilà. Donc tout ce qui est lié à cette histoire de classe sociale, j'en ai vraiment souffert. Ensuite, évidemment, quand on est un artiste et qu'on débarque dans le monde de l'art, eh bien le monde de l'art, il est quand même essentiellement occupé par des classes supérieures
classe moyenne ou supérieure, les publics, les galeristes, les gens qui travaillent dans le monde de l'art, pas tous, mais une grande partie, les artistes, et donc finalement, on est un peu exotique quand on vient du peuple et qu'on est quelqu'un qui finalement ne rentre pas dans ces catégories-là. Et moi, j'avoue que c'était une véritable surprise. Je pensais que être artiste, c'était être libre, que être artiste, c'était faire ce qu'on voulait, que être artiste, c'est surtout pas de devoir fabriquer des objets pour une classe sociale particulière. Pourquoi est-ce que finalement les seuls qui peuvent se payer des œuvres d'art sont des gens qui ont de l'argent et que finalement une grande partie de ce milieu est occupée par ce qu'on appelait avant la bourgeoisie. Voilà, donc c'est des assignations surtout de classe et un malaise pour moi à trouver ma place dans ce milieu-là. J'ai pas envie de passer des soirées à bouffer avec des collectionneurs qui me parlent de leur maison ou de leur château. C'est quelque chose qui m'a toujours, je trouve, semblé ça incroyable. Et notamment, je vais raconter une petite anecdote parce que c'est assez rigolo. Ma galeriste, j'ai eu une galeriste femme pendant des années et je lui parlais régulièrement de mes problèmes d'argent parce que j'ai pas d'argent, donc je gagne ma vie avec ce que je fais. Et des fois, il n'y a pas beaucoup d'argent, en effet. Et elle me disait, ben, c'est très simple, marie-toi avec un homme riche et tu pourras, comme ça, pouvoir être artiste et ne jamais avoir de problème, puisqu'une grande partie, en fin de compte, c'est vrai, des artistes ne sont pas payés. Enfin, il faut savoir quand même que quand on expose dans un musée ou dans une grande institution, ça m'est arrivé quelquefois, eh bien, finalement, le directeur du musée est payé, les différents personnels sont payés, la femme de ménage ou l'homme de ménage est payé, tout le monde est payé, sauf l'artiste. C'est-à-dire qu'on estime que le fait d'avoir une œuvre d'art dans un truc comme Pompidou, enfin, n'importe quelle grande, fait que c'est déjà un tel honneur qu'on vous fait. C'est-à-dire qu'on vous fait une place, c'est merveilleux, quoi. Vous avez la possibilité de pouvoir montrer votre travail dans une grande institution et peut-être qu'il y aura un grand collectionneur riche qui va s'enticher de votre œuvre et qui va pouvoir vous l'acheter, que finalement, on ne vous paye pas. Donc finalement, les artistes sont souvent des gens qui ne sont pas payés. Alors quand vous êtes issu d'un milieu populaire, d'un milieu social où finalement vous avez de l'argent, où les parents ont de l'argent, finalement tout ça n'est pas très important, en effet, mais quand vous avez que ça pour vivre, eh ben c'est souvent problématique. Donc voilà, moi j'ai été souvent renvoyé à ma classe sociale dans ce milieu artistique, et c'est donc la discrimination dont j'ai le plus souffert. Alors, moi j'ai découvert l'intersectionnalité dans mes lectures de la théorie féministe. Donc, je trouve que c'est un outil formidable, dans le sens où ça permet à la fois de pouvoir cerner donc, les oppressions, mais aussi les privilèges. Donc moi je suis un homme blanc, cisgenre, donc j'ai des privilèges, mais je suis aussi pauvre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, mon orientation sexuelle, je vis avec des garçons. Je n'aime pas le mot homosexuel ou gay, donc je n'arrive pas à utiliser ce mot-là. Mais mes histoires d'amour sont avec des hommes. Donc, en effet, j'ai subi des oppressions dans ma vie personnelle, plus que dans le champ artistique, c'est vrai. C'est un trou. Je veux aussi parler que mon travail, c'est très proche de ce qu'on appelle les cultural studies aux États-Unis. Alors j'ai juste pris la définition qui correspond parfaitement au travail que je fais. Donc j'ai toujours cherché à déconstruire les relations entre culture et pouvoir, à avoir une approche transversale des cultures populaires, minoritaires, contestataires et les confronter au discours normatif dominant. Voilà, c'est vraiment, rien ne résume mieux mon travail que ça. Et en ce qui concerne donc les questions de genre, dès que j'ai commencé à faire des œuvres, bizarrement, j'ai toujours été sur ces thématiques-là. J'ai commencé à faire des performances, notamment une de mes premières performances, c'était le féminisme est-il un art décoratif ? Point d'interrogation,
qui était une sorte de provocation. La réponse aujourd'hui, Her Story, 10 ans plus tard, me fait aussi évaluer le chemin que j'ai parcouru entre ces deux temps. C'était une sorte de provocation, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui, comment est-ce que moi en tant qu'homme je peux être un homme féministe. Alors tout d'abord, je me suis jamais reconnu dans les modèles masculins qu'on m'a proposés depuis mon enfance. Il y a une théoricienne en bas qui s'appelle Rewin Connell, qui parle des masculinités et du concept de masculinité hégémonique. En effet, dès l'enfance, on vous dit qu'un homme c'est ci, un homme c'est ça, un homme ça doit faire ci, un homme ça doit faire ça. Et à chaque fois qu'on me disait qu'un homme c'était ci, moi, je me reconnaissais pas dans ce modèle. Donc à un moment, je me suis dit peut-être je suis une fille, puisque finalement je pleure, je joue à la poupée, je fais des tas de choses qui apparemment ne correspondent pas. Je suis né dans une famille de 4 garçons. Donc les autres se battaient, faisaient des cabanes, jouaient à la guerre. Et moi, je n'étais pas du tout sensible à ces choses-là. Donc, Rewin Connell parle donc de ce concept de hégémonique de masculinité, mais parle aussi de différents modes de masculinité. Il n'existe pas que ce modèle de masculinité. Et donc, finalement, on peut être un homme sans être pour autant correspondre à cette caricature que le patriarcat porte comme un étendard. Et petit à petit, donc, j'ai pu découvrir que je pouvais être un homme sans être quelqu'un qui ait envie d'exercer tout ce qu'on demande à un homme. Donc ça, c'est quelque chose auquel je voulais parler. Je voulais aussi parler donc des performances que j'ai commencé à faire. J'ai commencé par faire des performances dès 2003-2004 où je jouais des performances d'artistes femmes. J'avais envie de me confronter à cette histoire-là. Et donc j'ai repris des performances de Gina Pan, de Marina Abramovic et d'Orlan, beaucoup d'Orlan, pour vivre avec mon corps dit d'homme ces performances et voir s'il y avait une différence, si ça fonctionnait, si ça marchait. Alors pour Orlan, par exemple, j'avais pris le baiser de l'artiste. Alors je sais pas quand Orlan a commencé à faire cette performance, c'est une femme beauté extraordinaire que tout le monde avait envie d'embrasser. Pour moi, c'était un peu plus compliqué. Le fait de demander de l'argent à un public pour qu'il m'embrasse, c'était un peu particulier, voilà. Mais j'ai testé ça dans différents endroits du monde et j'ai confronté ça aussi à la question du baiser. Est-ce qu'on embrasse quelqu'un, ou est-ce qu'on embrasse un homme de la même manière qu'on embrasse une femme? Comment on l'embrasse? Donc j'ai fait ça en Asie, par exemple, où tout le monde m'embrassait sur les oreilles, par exemple, puisque le baiser a un statut beaucoup plus sexuel qu'en Occident. Le fait de reprendre la performance de Marina Abramovic a posé aussi des problèmes. Donc c'était la performance où elle se fait une étoile au cutter sur le ventre pour faire saigner l'étoile du communisme sur son sexe de femme. Moi, je l'ai fait aussi, mais évidemment, moi j'ai des poils. Donc ça a pris 25 minutes pour faire l'étoile et je me rappelle encore. C'est-à-dire que évidemment, avec ces poils, le cutter avait du mal à couper. Et donc j'ai vraiment souffert et regretté de les avoir, ces poils, dans ce moment-là. Ensuite, j'ai continué à créer donc je me suis émancipé de mes modèles féminins, les modèles d'artistes femmes, car pour moi, c'était les artistes qui m'intéressaient. C'était celles qui étaient celle qui me construisait, c'est avec elle que j'ai construit mon langage plastique. Donc ensuite, j'ai commencé à faire des performances philosophiques. Donc j'ai commencé à faire des défilés philosophiques où je convoquais, c'était une sorte de cours sur qu'est-ce que le corps de Descartes à Judith Butler et comment est-ce que chaque philosophe avait défini le corps. Et donc il y avait des hommes qui défilaient sur un catwalk avec des phrases sur lesquelles était écrite « le corps c'est ci, le corps c'est ça ». Et ces hommes, ils portaient un petit slip sur lequel était écrit le nom du philosophe. Comme ça, à chaque fois qu'on voulait connaître le nom du philosophe, on était bien obligé de voir que c'était encore un homme qui avait écrit ça. Jusqu'à Judith Butler, qui elle affirmait que finalement le corps était un espace où on pouvait performer son genre.
Et donc voilà, donc tout ça a été un moment où dans mes recherches philosophiques, je m'étais aperçu de l'absence des femmes. J'ai notamment lu un livre de Catherine Malabou qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Changer de différence et qui parle de l'absence des femmes en philosophie. Et c'est là où petit à petit je me suis dit mais finalement dans mon corpus théorique que j'explore là, il manque quelque chose d'important, qui est la théorie féministe. Enfin, et de là est venu finalement cet intérêt pour ce domaine que je connais. C'est un peu, j'avais lu Judith Butler, j'avais lu pas mal de textes, mais je m'étais jamais confronté à cette histoire. Hein. Et c'est Monique Wittig qui a été pour moi la révélation, notamment quand elle affirme donc qu'elle n'est pas une femme, mais aussi quand elle parle des régimes politiques que sont l'hétérosexualité ou l'homosexualité, et qui finalement nous obligent ou nous forcent à être dans ces schémas-là, avec quand même pour but évidemment l'affiliation, qui est le summum apparemment de ce que tout être humain pourrait accomplir sur cette terre. Donc là je m'éloigne, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce champ-là? Et voilà, et donc je suis arrivé finalement à découvrir et à trouver ma place dans ce corpus féministe, puisque j'ai vu qu'il y avait des femmes et des hommes cisgenres, hein, mais aussi des femmes et des hommes transgenres et des intersexes qui se revendiquaient tous du féminisme. Et donc je pouvais moi aussi trouver ma place dans cette histoire, hein, et à partir de là pouvoir me construire de manière encore plus libre. Et Her Story est un peu à l'image de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire nourri par les féministes autochtones, par les féministes africaines, chinoises, occidentales, non blanches. Les paroles des hommes et des femmes transgenres me touchent aussi énormément. La question intersexe, que je trouve être aujourd'hui une des questions centrales du féminisme. Voilà, donc tout ça finalement fait que je pense aujourd'hui avoir une pratique qui a à voir avec l'intersectionnalité. Alors ce qu'ils disent de la scène française, c'est que la scène française du monde de l'art, on l'imagine bien, est sexiste, raciste et classiste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis féministe matérialiste. Je suis féministe autochtone. Je suis écoféministe. Je suis féministe postcoloniale. Je suis féministe islamique. Je suis neuroféministe. Je suis xénoféministe. Je suis féministe pro-sexe. Je suis anarcha-féministe. J'adore celui-là. Je suis féministe queer. Je suis afro-féministe. Je suis féministe inclusif. Je suis féministe intersectionnel.